la difficulté des débats au sujet de la démocratie vient de ce que le concept de démocratie est relativement clair, mais il n'est véritablement explicite qu'à la lumière de la Constitution qui la met en œuvre. Et l'existence de nombreuses variantes de constitution démocratique complique les choses, évidemment. Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que le concept de démocratie est clair pour tout le monde. Pour nous, il est clair, et nous en donnons la définition très précisément dans le titre 1 de la Constitution nouvelle. À ma connaissance, nous sommes les seuls à le faire. Les autres variantes, comme vous dites, partent du concept de démocratie, mais sans en donner une définition précise. Exactement d'ailleurs, comme le fait la Constitution actuelle, qui énonce que la France est une république indivisible, laïque, sociale et démocratique, sans prendre la peine d'expliquer ce qu'elle met dans le terme démocratique. En réalité, c'est un présupposé, ce terme démocratique, qui permet de lui faire dire ce qu'on veut par la suite, et la plupart des mouvements alternatifs tombent dans ce travers de facilité. Le flou et la confusion sur le terme de démocratie vient souvent du fait qu'on se trompe sur la notion de pouvoir. Démocratie veut dire pouvoir du peuple, tout le monde s'entend là-dessus, mais au-delà de savoir comment le peuple va exercer ce pouvoir, alors la démocratie représentative dit qu'il le délègue à des représentants. Avant de savoir comment il va exercer le pouvoir, il convient de savoir au préalable qu'est-ce que c'est que le pouvoir. À partir de là, et c'est à partir de là que les choses se compliquent, car on nous parle du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir des médias, du pouvoir des lobbies, etc., etc. Cette démultiplication supposée des types de pouvoir occulte en réalité un fait simple, c'est qu'il n'existe qu'un seul pouvoir, ou plus exactement, qu'il y a un pouvoir suprême qui domine et qui conditionne tous les autres. Ce pouvoir suprême, ce pouvoir premier, c'est le pouvoir législatif. Ce pouvoir législatif donne le cadre et définit le domaine des autres pouvoirs. Le pouvoir exécutif, comme son nom l'indique, il exécute. Le pouvoir législatif, lui, écrit les règles de l'exercice des pouvoirs dérivés. Si ces règles changent, le fonctionnement de chaque pouvoir dérivé concerné va changer. Pour nous, la démocratie est un système d'organisation collective dans lequel le peuple doit être la source unique de la loi, à l'exclusion de toute forme de représentation. Le peuple exerce ainsi directement la souveraineté nationale par l'intermédiaire de ce pouvoir législatif. Ce pouvoir législatif, c'est celui d'écrire, de modifier les règles de la Constitution, mais c'est également celui d'écrire et de modifier toutes les dispositions des codes juridiques, dispositions qu'elles se nomment lois, décrets, arrêtés, règlements circulaires, directives, etc., etc. Ce pouvoir d'écrire la loi étant prise au sens générique, c'est-à-dire toute règle d'organisation sociale s'imposant à chaque citoyen par la coercition, ce pouvoir d'écrire la loi est, en démocratie représentative, partagé entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Nous pouvons même dire qu'il est majoritairement l'apanage du pouvoir exécutif, puisque près de 90% des 140 000 dispositions du corpus législatif actuel sont décrites par l'exécutif, ministres, préfets, technocrates, etc. Et seulement 10% sont le résultat du travail de l'Assemblée nationale. La démocratie représentative, que nous préférons nommer oligocratie, se caractérise donc essentiellement par le fait que c'est le pouvoir exécutif qui écrit majoritairement la loi en lieu et place du pouvoir législatif. Autant dire que le fameux concept de séparation des pouvoirs n'est qu'un écran de fumée. Bon, en conclusion, si nous acceptons la définition de la démocratie, le peuple est la source unique de la loi à l'exclusion de toute forme de représentation, à partir de cette définition de la démocratie, je ne vois guère de variante possible. Autrement dit, toute variante à cette définition ne définit pas la démocratie, mais un autre système d'organisation collective auquel il conviendrait de donner un autre nom. Une réflexion pourrait être conduite, au vu de ces principales variantes établies sur la base d'autres définitions, sur leur caractère atteignable à plus ou moins court terme, compte tenu des croyances répandues dans la population sur le moment. On pourrait imaginer une stratégie à long terme
consistant à passer d'un modèle moins radical, mais déjà plus démocratique, à la Suisse par exemple, voire pour commencer très doucement, hors domaine constitutionnel, et plus acceptable par une majorité de citoyens, à un modèle plus radical, tel que celui que vous proposez, me semble-t-il, et qui pourrait être tout à fait le bon à terme. Un autre avantage de cette démocratisation progressive, outre sa faisabilité, est de nous permettre d'expérimenter, d'apprendre en chemin et d'affiner nos hypothèses et principes. Ce que vous définissez là s'appelle le marketing politique. Ça veut dire que la démarche d'un groupe politique doit être « qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer à mon électorat pour avoir une chance d'être suivi ?» Et c'est ce que font tous les partis politiques actuels, sans exception, et même les plus alternatifs. Ce n'est pas notre démarche. Mais pas seulement pour un problème d'éthique, mais surtout pour un problème d'efficacité. En politique, la progressivité, comme vous dites, la transition en douceur est une illusion lorsqu'on a un objectif qui nécessite une véritable rupture avec le système en place. Nous, historiquement, nous ne sommes pas passés de la monarchie à la démocratie représentative en douceur, que je sache. Le passage de la démocratie représentative, plus exactement de l'oligocratie, à la démocratie tout court ne peut donc pas se réaliser de manière progressive, petit à petit, en instillant un peu de référendum par-ci, un peu de participation par-là, et en saupoudrant le tout d'un peu de collaboration. Et pour une raison très simple, c'est que les forces en place vont toujours jusqu'au bout de leurs forces. C'est une loi physique qui se retrouve et se vérifie en politique. Ça veut dire que l'entrisme en politique ne marche pas. Le plus faible qui pense faire évoluer le plus fort, en entrant discrètement dans son entourage, se fait toujours phagocyter, on dit récupérer en politique, par le dominant. On a vu ce que ça a donné avec les écologistes, qui ont fait le lit du green business, et ce qui est en train de se passer avec les décroissants, qui commencent à être instrumentalisés par la gauche politicienne. Nous n'avons aucune intention de servir d'alibi à telle ou telle formation oligocratique, sous prétexte qu'elle a inscrit par exemple un référendum d'initiative populaire à son programme. Référendum qui par ailleurs serait tellement limité qu'il ne signifie plus rien. Néanmoins, cette position ne nous empêcherait pas de soutenir une formation politique, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit, parce que pour nous, toutes les formations politiques du système représentatif sont identiques, si cette formation mettait à son programme un véritable référendum d'initiative citoyenne, à savoir un référendum permettant de soumettre tout projet de modification partielle ou totale des codes juridiques et de la Constitution, émanant d'un ou plusieurs citoyens et recueillant les signatures de 1 pour 1000 pour les codes juridiques et 1% pour la Constitution. Si ce référendum d'initiative citoyenne, ce RIC, que nous nommerons RIC absolu, était mis au programme d'un parti politique, nous le soutiendrions. Mais cela n'arrivera pas parce que les partis sont oligocratiques et que le RIC absolu est un danger gentiment mortel pour eux. En parlant de danger gentiment mortel, je veux dire que le RIC absolu peut décider de la fin du système représentatif, mais en faisant l'économie d'une révolution violente. La question se poserait donc de ne militer que pour le RIC absolu, ce qui serait, je vous en conviens, plus soft que de faire la promotion de la démocratie directe. C'est une option qu'il n'est pas inimaginable d'envisager. A contrario, ce qui est sûr, c'est que soutenir un RIC d'opérette, ne permettant que de modifier une simple réglementation locale, par exemple, ne constituerait pour nous qu'un trompe-l'œil et une mystification nuisible à la promotion de la vraie démocratie.